Vous écoutez Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. Céline Géraud. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue à bord, surtout Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Alors dans ce journal, l'opération Place Nette d'une ampleur inédite se poursuit à Marseille pour tenter d'éradiquer le trafic de drogue dans la cité de la Castellane. 4000 policiers mobilisés pendant plusieurs semaines avec une visite surprise ce matin, celle du président de la République. Et pendant ce temps-là, alors que la colère monte à nouveau, Gabriel Attal reçoit à Matignon la FNSEA et les jeunes agriculteurs. L'actualité, c'est aussi cette information Europe 1. 3 nouvelles interpellations dans l'affaire du homejacking au domicile de l'animateur Bruno Guillon. Et puis un cépage alsacien qui décroche le titre de meilleur vin blanc du monde. Tous les détails à la fin de ce journal. 13h01, Géraldine Amont, la tendance météo pour cet après-midi. Eh bien, le soleil s'impose sur la majorité du pays, excepté près de la Manche et sur l'extrême nord-est. Les températures sont toujours aussi très douces, 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Elles varient entre 14 et 20 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 18 à 23 degrés plus au sud. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. Et on ouvre donc cette Europe 1 13h avec le projet de loi sur la fin de vie. Le gouvernement l'a remis au Conseil d'État. Première escale du long processus qui vise à instaurer en France une aide à mourir strictement encadrée. Alors il sera présenté, ce projet, dans le courant du mois d'avril en Conseil des ministres. En attendant, la majorité présidentielle en a discuté ce matin en interne à l'Assemblée nationale. Une majorité, Jacques, serait loin d'être unie sur ce sujet extrêmement sensible. Oui, comme si les atermoiements d'Emmanuel Macron avaient semé le trouble, les députés de la majorité ne parlent pas d'une seule voix sur la fin de vie. D'un côté, ceux qui défendent bec et ongle la démarche du président, voire qui souhaitent aller plus loin encore, comme l'accès au suicide assisté pour les mineurs ou la légalisation de l'euthanasie, tel que le préconise Olivier Falorni, pressenti pour le poste de rapporteur. De l'autre, des parlementaires qui n'hésitent pas à faire part de leur réticence, voire de leur gêne vis-à-vis de ce projet de loi. C'est face à cette majorité présidentielle écartelée que s'est exprimée ce matin Catherine Vautrin. La ministre a voulu, je cite, « rassurer les uns et les autres ». Elle est consciente des interrogations, rapporte un de ses proches. Mais sa conviction à elle semble toute faite. Catherine Vautrin est sur la ligne du président, assure son entourage. Dans cette logique, le travail parlementaire pourrait prendre du temps, beaucoup de temps. Ici, au Palais Bourbon, tous s'accordent à dire que le cheminement de ce texte devrait durer au moins 18 mois, voire 2 ans. Jacques Serret à l'Élysée pour Europe 1. Alors la question du suicide assisté pour les mineurs, la légalisation de l'euthanasie. Vous voulez réagir, échanger avec mes chroniqueurs Jean-Claude Dacier et Paul Melun? Eh bien appelez-nous dès 13h20, Europe 1 13h vous donne la parole. Vous pouvez composer dès maintenant le 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Il est 13h03 sur Europe 1. La suite du journal avec vous, Céline Géraud. Et l'actualité de ce mardi 19 mars, c'est aussi cette intervention policière d'une ampleur inédite à Marseille pour éradiquer le narcotrafic. Nom de code de l'opération Place Nette XXL. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, étaient sur le terrain ce matin, avant la visite surprise d'Emmanuel Macron dans la cité de la Castellane, Stéphane Burgat, qui a complètement chamboulé le programme. Oui, et donc voilà, Emmanuel Macron qui est au pied de ses tours à la Castellane, où s'affiche un portrait de Zinedine Zidane, l'enfant de la cité. Emmanuel Macron qui multiplie les autographes, répond aux questions des habitants depuis plus de 2 heures maintenant. Le président qui s'engage avec cette opération Place Nette XXL, écoutez, à nettoyer les cités gangrénées par le trafic de drogue. Ce qu'on est en train de faire, c'est une opération de lutte contre les trafiquants de drogue et tous les trafics. Donc là, il y a eu des très grosses opérations hier qui va durer plusieurs semaines, partout sur Marseille, vous avez vu. Le but, c'est de détruire les réseaux et les trafiquants. Et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent. Voilà, que les dealers s'en aillent ou bien qu'ils soient arrêtés. Les interpellations se multiplient depuis au moins 1 an, 90 interpellations qui sont revendiquées par la préfecture de police, et avec la promesse d'intensifier les opérations de pilonnage dans les cités, mais aussi de poursuivre ces arrestations, dont des chefs de réseau. Quelles sont les attentes ici? Comment réagissent les habitants? Jean Daniel, par exemple, a envie d'y croire, mais il sait bien que ça sera compliqué. Il faut essayer pour voir si pendant 1 mois, les forces de l'ordre, il y a tous les trucs et tout, ils arrivent, ils peuvent pas vendre. À un moment donné, ça ne marchera plus après. Mais après, ils vont revenir. Il y a du boulot, quoi. Oui, il y a pas mal de travail à faire. Mais il faut bien commencer. Il faut le faire, il faut commencer.
Voilà, un espoir assez mince pour tout le monde ici, pas vraiment d'enthousiasme car ce ne sont pas les premières promesses ni les premières opérations policières dans ces cités où tout a échoué jusqu'à présent. Stéphane Burgat, le correspondant européen à Marseille. Alors une visite surprise, un bain de foule, des échanges parfois musclés avec les habitants et sur tous les sujets. Arthur Delaborde, pourquoi ce déplacement ? Quelle est l'ambition d'Emmanuel Macron ? C'est une posture de fermeté qu'Emmanuel Macron veut incarner sur le terrain. Dans sa conférence de presse au mois de janvier, il avait demandé 10 opérations place nette chaque semaine. Lorsqu'il s'était rendu déjà à la Castellane en juin dernier, le président avait expliqué que Marseille était en quelque sorte une ville laboratoire sur laquelle le chef de l'État a engagé de très gros moyens. Il revient donc sur place pour montrer que la lutte contre les stupéfiants n'est pas seulement l'affaire de son ministre de l'Intérieur, mais qu'elle est portée au plus haut niveau de l'État. À moins de 3 mois des européennes, c'est aussi un déplacement de campagne pour Emmanuel Macron. Il lui permet d'occuper l'espace et d'être au centre de l'attention médiatique. Le président veut montrer qu'il n'y a pas de zone de non-droit et qu'il peut aller partout au contact de la population, des habitants qu'il interpelle sur tous les sujets, l'emploi, les problèmes du quotidien et même la situation internationale, puisqu'il y a eu plusieurs échanges, notamment sur la guerre en Ukraine et la situation à Gaza. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et pendant ce temps-là, à Matignon, Gabriel Attal a reçu ce matin une délégation de la FNSEA et les jeunes agriculteurs pour tenter d'éteindre les braises d'une nouvelle fronde. La FNSEA a présenté 5 grands sujets prioritaires pour sortir de la crise. Margot Faudéré, on a beaucoup parlé sur Europe 1 d'ailleurs. Ce qui coince, c'est le versement de l'intégralité des aides de la PAC. Mais il y a aussi d'autres urgences à régler. Oui, il y a d'abord la question très sensible des éleveurs qui attendent toujours le soutien annoncé de 150 millions d'euros. Il y a aussi le dossier des retraites des agriculteurs. Et pour Jean-François Lamassé, administrateur à l'Association générale des producteurs de blé, sur ce point-là, le gouvernement ne fait que reculer. Il était prévu qu'on prenne les 25 meilleures années des agriculteurs pour leur établir leur retraite. C'est de rentrer en vigueur en 2026 et maintenant, ils nous parlent de 2028. Encore du baratin. De son côté, Matignon maintient que la réforme des retraites agricoles entrera bel et bien en vigueur en 2026, précisant néanmoins que les modalités de mise en œuvre sont toujours en discussion. Et puis il y a encore un autre dossier, c'est celui de l'eau. Les agriculteurs veulent pouvoir stocker plus facilement de l'eau de pluie pour anticiper les épisodes de sécheresse ou de canicule. Mais pour l'instant, aucune mesure concrète n'a été prise, relève Hervé Lapie, le secrétaire général de la FNSEA. On a trop de projets en France qui sont ouverts depuis 10, 15 ans, qui n'ont toujours pas vu le jour. Comment est-ce qu'on améliore le dispositif réglementaire pour qu'on ait des autorisations plus rapides et que ça puisse se mettre en place? En tout cas, le ministère de l'Agriculture assure que le projet de loi qui doit être présenté à la fin du mois répondra à ce sujet. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1 et j'ajoute que Gabriel Attal a prévu de revoir 2 délégations de la FNSEA et des jeunes agriculteurs lundi. Allez, on reste ensemble bien sûr sur Europe 1 dans quelques instants, la suite du journal. 3 nouvelles interpellations dans l'affaire du homejacking de l'animateur Bruno Guillon, c'est une information Europe 1. Les vols de petits bateaux de plaisance par des migrants qui se multiplient à Saint-Omer et le prix du meilleur vin blanc du monde décerné à un cépage français. On vous dit tout dans quelques instants. Céline Giraud vous informe de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h. Il est 13h10, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Vous écoutez le journal de Céline Giraud. Et souvenez-vous, dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier, l'animateur Bruno Guillon et sa famille avaient été victimes d'un homejacking particulièrement violent et traumatisant. William Molinier, c'est une information Europe 1. Il y a eu 3 nouvelles interpellations. Oui, ces arrestations remontent à mercredi dernier. 3 hommes ont été interpellés à Paris et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir réalisé des repérages en amont du homejacking qui a visé Bruno Guillon et sa famille. En octobre dernier, 2 mineurs de 16 ans avaient déjà été mis en examen pour avoir directement participé au cambriolage. Ces 3 hommes interpellés mercredi sont âgés de 18, 19 et 21 ans. Eux n'auraient pas été présents sur place, mais ils auraient transmis des informations aux jeunes cambrioleurs. Reste à savoir s'ils en ont été les commanditaires. À ce stade, le parquet de Versailles n'était pas en mesure de nous préciser les suites judiciaires. Le butin n'a pas non plus été retrouvé. Des bijoux, des sacs de luxe et des montres avaient été volés pour un préjudice estimé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cambriolage particulièrement violent puisque l'animateur avait lui-même été braqué avec une arme au niveau de la tempe par un des malfaiteurs qui s'en était ensuite pris à son épouse avant de la ligoter et de la bâillonner.
Merci William Molinier, spécialiste police-justice à Europe 1. En bref, sachez qu'à 128 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, un indicateur, plus de 2 Franciliens sur 3 resteront en Île-de-France pendant l'intégralité de la période olympique, soit plus de 8,5 millions de personnes. Et parmi elles, un tiers déclare vouloir même profiter de l'événement, résultat d'une étude Harris Interactive publiée ce matin. 13h12, dans cette Europe 1, 13h, je voulais revenir maintenant sur ces vols de petits bateaux de plaisance qui se multiplient dans la région de Saint-Omer. Le 4 mars, un groupe d'une quinzaine de migrants embarqués sur un tout petit bateau volé avait fait naufrage sur le canal de l'A, provoquant la mort d'une fillette de 7 ans. Lionel Gougelot a rencontré un habitant de la petite commune de Ouat, victime de ce nouveau type de vol qui inquiète les autorités. Son petit bateau de promenade, Éric Blin, retraité depuis peu, l'avait acheté pour des balades à travers les canaux du marais de Saint-Omer. Mon bateau était amarré avec 2 chaînes, cadenas sur mon bateau, et le 9 février, plus de bateau. Un bateau volé 30 km dans l'intérieur des terres par un petit groupe de migrants décidés à rejoindre l'Angleterre en évitant les contrôles sur le littoral. Ils prennent tous les petits cours d'eau, avec des fonds plats, on passe partout. On évite les écluses. Ensuite, on prend direction canal de Calais, et après le chenal de Gravelines, et on est en pleine mer. Repérés par les gendarmes, les migrants sont malgré cela parvenus à gagner la Grande-Bretagne. Mon bateau est en Angleterre. À l'heure actuelle, on se parle aujourd'hui, ils ont réussi leur traversée. Ouais, c'est des inconscients, on va dire. Parce que c'est des bateaux en bordure de côte, je veux bien à la rigueur, mais pas le grand large. Alors Éric Blin ne sait pas quand il récupérera son bateau, mais sa crainte maintenant, c'est que d'autres vols de ce type se multiplient dans le marais. Avec le recul, j'en veux plus aux passeurs. Ici, il doit y avoir sûrement un réseau, parce que vu le nombre de vols qu'on a, il doit y avoir un réseau de passeurs dans le coin, c'est pas possible autrement. Des réseaux toujours plus imaginatifs pour vendre très cher aux migrants des moyens de traverser la Manche. Le reportage de Lionel Gougelot, le correspondant européen dans les Hauts-de-France. Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles. Et dans ce journal, Céline, vous nous parlez d'un prestigieux concours, le mondial des vins blancs. Oui, bercé par la mélodie de Lina Margy, que nos auditeurs ont reconnu, bien sûr. Cette année, ce mondial se tenait à Strasbourg. Alors, une fois encore, la concurrence était féroce entre les producteurs de vins blancs du monde entier. 26 pays représentés. Mélina Fachin, parmi tous les échantillons goûtés par le jury, hipipipoura, c'est un vin blanc moelleux alsacien qui décroche le premier prix. Et oui, c'est la cuvée 2021 du Gewürztraminer, vendange tardive du domaine Ruhlmannschütz à Dambach-la-Ville qui l'emporte, récompensé parmi 651 autres vins. Alors Antoine Schütz, le vigneron, n'en revient toujours pas, mais reconnaît de grandes qualités à son vin. Alors je pense que c'est son côté chaleureux, sa douceur, c'est un vin donc liquoreux. Il a un nez qui est très très expressif. On a tout de suite une sorte de parfum qui arrive directement au nez. Donc je pense que c'est ce qui a fait vraiment la différence lors de ce concours. Son frère Thomas et lui espèrent maintenant que cette distinction va booster leur chiffre d'affaires et leur renommée. Ça fait quand même un bon coup de pub, puisqu'on reçoit plein de messages de félicitations. On espère forcément que cela va nous ouvrir de nouvelles portes, que ce soit en restauration, mais également à l'export. Cette nuit, on a déjà eu pas mal de commandes en ligne sur notre site internet. Ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir d'avoir cette reconnaissance-là. Alors, vous me connaissez, Céline, je suis une grande professionnelle, donc évidemment, je me suis sentie obligée de goûter ce Gewürztraminer. À 22,50 € la bouteille, je précise, et je vous confirme qu'il est excellent, tout en finesse, en nuance, et puis c'est bien la preuve, en toute objectivité, que c'est en Alsace qu'on fait les meilleurs vins blancs au monde. Attention, les producteurs de Chablis et de Sancerre vont nous appeler. Merci beaucoup, Mélina Fachin, correspondante Europe 1 dans le Grand Est, à consommer, bien sûr, avec modération. Allez, 13h15, on fait un point sur les marchés avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Petite hausse du côté du CAC 40. Le CAC qui gagne 0,4%, 8177 points, ça ne bouge pas beaucoup. On attend les décisions de plusieurs banques centrales et notamment celle de la Fed aux États-Unis demain soir. Ces taux ne devraient pas bouger, mais ces commentaires sont très attendus. À Paris, la sanction du jour est pour Atos, chute de 22%. Fin des discussions avec Airbus pour la cession de ses activités cybersécurité et big data. C'est un coup dur pour Atos qui connaît de lourdes difficultés financières. Sa dette s'élève à 2,4 milliards d'euros. Et Airbus, de son côté, gagne 2% et prend la tête du CAC 40. Et puis toujours de la prudence en Europe. Francfort est stable, Londres 7,03%, plus 0,4 à Paris pour le CAC 40. On est à 8177 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com. Allez, place à la météo. La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout, où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr. Demeco. Demeco, Géraldine. La météo de ce mardi après-midi avec vous, un temps ensoleillé et des températures élevées. Oui Céline, 4 à 6 degrés au-dessus des normales de saison. Il fera 15 degrés à Brest, 17 degrés à Quimper et Strasbourg, 18 à Caen, 19 degrés à Paris, 20 degrés à Auxerre, 21 à Bordeaux, 22 degrés à Nîmes, jusqu'à 24 degrés à Cahors et 25 degrés à Carcassonne. Côté ciel maintenant, le soleil gagne du terrain et devient généreux, notamment dans le sud-ouest, près de la Méditerranée et en Corse, du massif central de la Bourgogne jusqu'au nord de Rhône-Alpes au Grand Est. Les conditions sont aussi printanières, même si les nuages, attention, s'imposent sur les frontières du nord-est. De belles éclaircies se développent aussi au nord de la Loire, mais les nuages seront plus présents sur les côtes, notamment près de la Manche. Et c'est un ciel qui devient variable avec le développement de cumulus, des cumulus qui donnent sur les Pyrénées. Quelques ondées parfois orageuses sur l'est de la chaîne. Et demain, ce sera la plus belle journée de la semaine avec soleil et grande douceur qui vont dominer. Quelques ondées orageuses sont tout de même à prévoir sur l'ouest du pays. Merci Géraldine Hamon. 13h17, on reste ensemble évidemment avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, jusqu'à 14h. Et dans quelques instants, avec Jean-Claude Dacier et Paul Melun, on va revenir sur cette visite surprise d'Emmanuel Macron. Le projet sur la fin de vie, faut-il aussi interdire les changements de genre aux personnes mineures? Les sénateurs LR vont déposer une proposition de loi sur le sujet. Et puis dans nos écoles, les groupes de niveau qui deviennent des groupes de besoins. Tout ça pour ça. Allez, venez réagir. On vous attend dès maintenant au 01 80 20 39 21. Bon début d'après-midi avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1.